Chers amis, bonjour. Bienvenue au Lazare pour ce petit déjeuner IFOP fiducial Paris Match. Nous étions là, il y a quelques mois, le 13 mars, à la veille du second tour, à la veille du confinement, pour un échange sur les enseignements de la campagne électorale et les projections pour le premier tour. Le Lazare, un lieu que l'IFOP connaît bien, c'est ici que nous nous sommes retrouvés, vous et nous, pour plusieurs petits déjeuners à la veille du premier tour, des municipales, des régionales, des départementales, de la présidentielle. Aujourd'hui, comme pour le 13 mars, un format un peu réduit, spécial, où nous allons échanger avec mon ami Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Ravi aussi de retrouver l'IFOP, son équipe, et puis évidemment fidèle partenaire avec Fiducial de Paris Match. Les municipales du second tour, on y est à quelques heures. La première question que j'ai envie de vous poser, Frédéric, c'est la participation. Ça reste quand même l'inconnu. Ça a été catastrophique au premier tour, on va se dire les choses. Qu'est-ce qui va en être au second ? C'est l'inconnu principal. Il est difficile de savoir ce qu'il se passera. C'est vrai qu'une mesure de l'IFOP donnait une participation qui serait à peu près équivalente à celle du 15 mars. Dans les villes concernées, c'était 42% de participation seulement. Voilà, on voit qu'on est sur une campagne de basse intensité. C'est pourtant la campagne la plus longue de la Ve République par la force des choses liées à la crise du Covid. Et elle a peiné à monter en puissance. Il y a toujours les inquiétudes économiques sur les conséquences de la crise. Il y a des rebonds sur une éventuelle inquiétude sanitaire. Alors peut-être dans ces derniers jours de campagne, vu qu'il y a des belles affiches, vu qu'il y a des logiques de dramatisation, ça pourrait favoriser une participation. Mais ce qui est sûr, on ne sera pas sur la participation de mars 2014 où on était sur près de 60%. D'accord, ok. Vous disiez il y aura peut-être des surprises. En attendant, on a un deuxième tour des municipales hors norme. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ve République. En tous les cas, j'ai regardé, il n'y a pas de précédent. 3 mois entre le premier tour et le deuxième tour. Vous disiez la plus longue campagne de la Ve République. Est-ce que le confinement puis le déconfinement vont peser sur le résultat de dimanche, ou est-ce qu'il y aura, les maires sortants seront confortés ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un écart jamais vu entre le premier tour et le second tour, et on dit toujours, il y a une exception, c'est mars 83, les municipales où la gauche avait un peu sauvé les meubles au deuxième tour, qu'un second tour est contenu dans le premier tour. Le second tour ne fait que confirmer la tendance issue du premier tour, et là, sans doute, c'est ce qui se passera. Les tendances du premier tour étaient assez fortes, malgré la crise du Covid, elles étaient assez conformes à ce qui avait été attendu, et sans doute, les maires sortants seront confortés, seront confirmés, même si ça et là, certains seront battus. Et on sera sur une élection qui sera municipale assez hors norme de ce point de vue-là. Ce que vous voulez dire, c'est que tout ce qu'on a vu, l'activité des maires en place, les maires qui ont été soit élus dès le premier tour, mais surtout ceux qui étaient encore en poste dans l'entre-deux tours, ça va pas avoir un sens dans l'élection, c'est-à-dire ils ont distribué des masques, ils ont fait des tests, ils ont payé des tests, ils se sont démultipliés sur le terrain. Alors, c'est vrai que c'est une vraie surprise. Moi, je m'attendais à ce que leur activité, le fait qu'ils aient été salués en comparaison avec les déficiences perçues de l'État, aiderait plus les maires sortants. Dans toute une série d'enquêtes qu'on a faites, à Lille, à Montpellier, à Toulouse, on voit que la gestion des maires sortants de la crise a été saluée à presque 75%. Pour autant, ça n'influe pas sur le rapport de force électorale. C'est une sorte de minimum. Par exemple, à Montpellier, nous donnons le maire sortant, Philippe Sorel, battu, de peu, mais battu. Pourtant, 71% des Montpelliérains considèrent qu'il a bien géré la crise du Covid. Ça a été une sorte de parenthèse désenchantée, cette crise du Covid. Ça n'empêche pas qu'on revient aux fondamentaux, premier tour, deuxième tour. Alors on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y aura quand même des surprises. Et dans le premier tour, on a vu déjà, on a perçu ce qui pourrait être un événement politique dimanche soir. C'est une poussée écologiste comme on n'en a pas connu dans les élections municipales depuis le début de la Ve République. Et j'ai regardé, ils sont en mesure quand même de l'emporter dans peut-être une demi-douzaine de villes de plus de 100 000 habitants. Alors qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, ils n'ont que Grenoble. Ils avaient eu précédemment Montreuil, mais ils avaient été battus. Donc aujourd'hui, ils ont une seule ville de 100 000 habitants et ils pourraient demain peut-être gérer plusieurs grandes villes. Est-ce que c'est une surprise à laquelle il faut s'attendre dimanche soir ? Sans doute oui, ça sera sans doute le principal enseignement de ce second tour, au-delà du fait que les sortants soient relativement bien confortés, confirmés. C'est vrai que ça sera d'abord une surprise par rapport à la séquence électorale. Ça sera la première fois
qu'une tendance issue des élections européennes sera confirmée à l'élection suivante. Ça n'était jamais... Les européennes, c'est le singleton, c'est l'élection, je veux dire, défouloir, qui n'est jamais confortée par la suite. D'ailleurs, les écologistes, Bruno, en 2009, ont une percée formidable, et ce n'est confirmé par aucun scrutin en 2010, et surtout en 2012 avec la candidature... Les municipales, c'est pas l'élection des écolos. Ce n'est pas l'élection des écolos. Là, en plus, on aurait pu se dire que le contexte de crise, avec la montée en puissance de la préoccupation sur le chômage, relèguerait les questions environnementales en arrière-plan. Ce n'est absolument pas le cas, puisque on a toute une série de villes où les écologistes sont plutôt bien placés, surtout dans les villes où le maire socialiste ne se représente pas. Quand on voit Paris, Rennes, Nantes ou Brest ou Dijon, le maire socialiste sortant a réussi à contenir la poussée des écolos en faisant une politique écolo. Prenons Anne Hidalgo, qui est maintenant peut-être la première des écologistes. Là, au contraire, c'est dans les villes où le maire sortant ne se représente pas que les écologistes ont vraiment percé. Ils peuvent gagner à Lyon, ils peuvent gagner à Strasbourg, à Besançon, à Metz, peut-être à Toulouse, où un sondage donne la liste ELV au coude à coude avec Jean-Luc Boudin. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric Dabi, que les écologistes au sein de ce qu'on appelle le bloc de gauche sont en train de remplacer les socialistes en termes de leadership? C'est ce qu'on a vu aux élections européennes. Très nettement, c'est plus compliqué aux élections municipales où le PS, comme les partis de l'Ancien Monde, qui ont beaucoup de sortants, vont s'en tirer plutôt bien. Mais c'est vrai que dans toute une série de villes de droite que les écolos pourraient prendre, ou de villes de gauche où le maire socialiste ne s'est pas représenté ou a basculé chez En Marche, c'est clairement un remplacement de l'hégémonie socialiste par une hégémonie ELV. D'accord. Vous parlez des partis de l'Ancien Monde et on a l'impression quand même, parce que là, on a regardé sur quelques grandes villes, et c'est essentiellement dans les grandes villes qu'il y a un scrutin dimanche, puisqu'il faut rappeler que... 5 000 élections seulement sur 35 000. 5 000 élections sur 35 000 et que l'affaire a été réglée dès le premier tour dans quelques 30 000 communes, mais la France est un pays fantastique avec beaucoup de villages. Est-ce que c'est pas quand même la revanche des vieux partis? Est-ce que c'est pas la revanche de ces partis malmenés depuis tant d'années? Et est-ce que c'est pas tout simplement ce scrutin de 2020 la fin du dégagisme qui est à l'œuvre quasiment depuis le début des années 2010 et notamment depuis les municipales de 2014. Bien sûr, on sait, je crois que on s'était dit, Bruno, le 13 mars, l'élection municipale, c'est l'élection de la stabilité, où le dégagisme est très rare, où on conforte les sortants, même en 2014, où la gauche avait perdu 170 villes, ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants. Il n'y en a que 1000. Ça veut dire que 3/4 des sortants avaient été confortés. Les partis de l'Ancien Monde qui comptent le plus de sortants, les Républicains, le Parti Socialiste, même le Parti Communiste ou l'UDI, vont sans doute sortir confortés quand on se souvient de leur score. 6% pour le PS et Place Publique, 8,5% pour LR aux élections européennes. On voit à quel point on est sur des scrutins de nature différente. Et ces partis vont être confortés, même s'il y a des mais, par exemple, pour des pertes symboliques qui entacheraient la victoire, je pense, aux Républicains. On va y revenir. On est d'accord que sur la tendance globale, 2014 avait été quand même une élection marquée par un renouvellement assez important des maires. On avait parlé de la fameuse vague bleue, qui était la grande victoire de la droite. Là, on va quand même avoir une stabilité globalement des maires, quoi. Tout à fait. On peut dire qu'au soir du second tour, dans les villes de plus de 10 000 habitants, les plus grandes villes de France, LR, UDI, compteront le plus d'élus, même si sans doute il y aura un recul par rapport à cette vague bleue extraordinaire de 2014, suivi du Parti Socialiste. C'est vrai qu'on s'attache plus au symbole qu'à cette tendance lourde qui est cette stabilité par rapport à laquelle En Marche n'a absolument pas pu s'insérer. Un mot sur les partis, un peu. Pour la droite, vous disiez ça risque d'être un bon cru, mais s'ils perdent Marseille, s'ils perdent Toulouse, ce sera Exactement. Un peu une défaite. Oui, alors ça sera la revanche de 2001, où les victoires des municipales de 2001, où les victoires de la droite avaient été éclipsées par les défaites à Paris, Lyon et à degré moins Dijon. Là, la tendance lourde qui sera que la droite va conserver, voire gagner quelques villes, peut être éclipsée si Toulouse est perdue. Et surtout, si Marseille, gérée par la droite, par Jean-Claude Gaudin depuis 1995, passe au printemps marseillais une coalition Europe Écologie Les Verts, PS, PC, ce serait un coup dur puisque la droite ne gérerait ni Paris, ni Lyon, ni Marseille et a fait alliance à Strasbourg avec LREM. Et Bordeaux aussi, alliance avec LREM. Oui, Bordeaux semble moins en danger pour la droite aujourd'hui. Ça reste quand même compliqué pour le successeur d'Alain Juppé, même si les sondages
le donnerait vainqueur. La poussière un peu que Gilets Verts, c'est vu aussi ici. On n'en parle pratiquement plus depuis le premier tour. C'est La République En Marche. Cette élection, ils ratent leur enracinement. Est-ce que leur objectif était assez modeste, 10 000 élus, est-ce qu'ils vont l'atteindre ? Combien de villes peuvent-ils quand même gagner ? Alors, l'objectif, c'est vrai que c'était pas 10 000 élus. Avant, c'était s'implanter dans de nombreuses villes, gagner des villes. Et on n'en parle plus, Bruno, parce que depuis le 15 mars, si je puis dire, la messe est dite. Un parti dépourvu de sortants, un parti qui a peiné à imposer un macronisme municipal qui se serait inséré entre la gauche et la droite, et un parti qui a été laminé. Très peu de chances de victoire. Peut-être Strasbourg, avec une alliance LREM conduite par Alain Fontanelle, qui est un ancien socialiste LR. Mais bon, il y a eu des crashs à Paris, Lyon, Marseille, absolument spectaculaires. Peut-être défaite dans les deux villes qu'ils avaient, Lyon et Besançon. Exactement. On va un peu vite, mais enfin quand même, ils avaient de très grandes ambitions après les européennes. On entendait Stanislas Guerini, Christophe Castaner imposer un peu déjà, décrire la carte de France comme la carte notamment des métropoles marcheuses. Tout à fait, avec en plus, Bruno, vous vous en souvenez, des maires sortants, notamment républicains, faisant allégeance, si je puis dire, à En Marche, signant des tribunes appelant à travailler entre LREM et LR, des interrogations, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une candidature de droite à Paris ? Ça a été complètement chamboulé par la nature, je dirais, ontologique de l'élection municipale, dont le vote repose sur un triptyque, bilan, projet, incarnation, et c'est vrai que les marcheurs n'avaient que très peu de ces ingrédients qui permettent la victoire. Un mot sur un parti dont on ne parle pas, mais manifestement, eux aussi sont en train d'enjamber cette municipale, ou plutôt, elles aussi sont en train d'enjamber les municipales. C'est le Rassemblement National. On a l'impression qu'il n'y a que Perpignan. Exactement. Le fait de quoi ? Alors, c'est vrai que... Ils ont plutôt conservé leur ville au premier tour. Tout à fait. Alors, il y a une interrogation sur Mantes-la-Ville, mais globalement, comme un parti traditionnel, le RN a conservé, parfois même dès le premier tour, Béziers, Fréjus, les villes qu'il avait conquises. Le RN, Bruno, a été, je dirais, fracassé par l'abstention massive. Quand on regarde la structure de vote du RN, un parti dans lequel les jeunes, les catégories populaires votent, c'est quand même les segments qui ont le moins voté lors de cette journée assez incroyable du 15 mars dernier. Bien sûr, il y a un lot de consolation important. C'est le duel Alliot face au maire sortant Pujol à Perpignan. Et c'est vrai qu'une victoire à Perpignan, je dirais, amplifierait ou confirmerait l'implantation du RN dans ce quart sud-est. On va terminer par une petite touche parisienne, puisque c'est quand même l'élection qui était sans doute la plus attendue. Pendant des mois et des mois, le projecteur s'est braqué sur la capitale et évidemment sur Anne Hidalgo, qu'on donnait perdante, j'allais dire même peut-être archi-perdante il y a 2 ans. Et puis, manifestement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu pour ses différents adversaires. Et là, on a l'impression qu'il n'y a plus de suspense. Est-ce qu'elle n'est pas en train de tuer la peau de l'ours avant de l'avoir vraiment obtenue? Est-ce qu'elle a raison de ne pas être inquiète ou il y a quand même encore un petit suspense? Je ne sais pas si elle n'est pas inquiète. Ce qui est vrai, c'est que ces 17 élections, c'est vrai que le rapport de force électorale dans les arrondissements de gauche est absolument écrasant en faveur de l'alliance Paris en commun, donc Anne Hidalgo et Europe Écologie Les Verts, David Béliard. C'est vrai que c'est une élection absolument incroyable. Première mesure IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio, 32% pour Benjamin Griveaux. En avril 2018, 28% seulement pour Anne Hidalgo, avec un mandat très compliqué, touché par des catastrophes multiples, à savoir les attentats terroristes, la crue, les gilets jaunes, le bashing sur elle, toute une série d'événements qui ont fait du mandat d'Anne Hidalgo un mandat extrêmement difficile et une victoire promise pour En Marche, 35% pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Plus près de nous, il y a moins d'un an, 33% pour les marcheurs à Paris aux élections européennes. Et puis c'est passé toute une série d'événements, on n'a pas assez de temps pour en parler. C'était imperdable, mais la résilience d'Anne Hidalgo, sa cohérence, le fait qu'elle incarnait des valeurs de gauche. Et puis là, on peut dire que la crise l'a aidée, puisqu'elle a donné à voir, y compris à des gens qui la critiquaient, un côté un peu visionnaire sur les pistes cyclables, sur la transition écologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enjeux
sur Paris, c'est moins les arrondissements swing, les arrondissements qui auraient pu balancer 12, 14, 18, mais des petits arrondissements qui ne pèseront absolument pas. Est-ce que LR et LREM vont garder le 5e ou le 9e? En fait, elle a eu la bonne intuition, elle a capté la thématique écolo quasiment depuis même les accords de Paris sous François Hollande. Donc elle est quelque part, elle est devenue la candidate écolo. Exactement, on peut dire ça. Et puis, une des premières mesures qu'elle a prises en 2014, c'est le plan anti-pollution, l'interdiction du diesel. C'est vrai que de ce point de vue-là, elle a capté une tendance. Et puis, Paris, il faut dire ce qui est, c'est quand même une ville fracturée entre la gauche et la droite. Et depuis 2001, il y a eu une stabilité incroyable. Il n'y a qu'un arrondissement qui a basculé depuis 2001. C'est le 9e qui était passé en 2014 de la gauche à la droite pour à peine 150 voix. C'est ce côté... Une grosse stabilité sociologique aussi. Une grosse stabilité sociologique à Paris. Et c'est vrai qu'on a un électorat relativement fracturé. Clairement, même si, comme vous le dites Bruno, il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, ou inversement si je puis dire. Clairement, avantage net pour Anne Hidalgo et symbole des défaites des marcheurs. On va terminer juste sur ce dernier point. Un mot quand même sur peut-être aussi la résilience. Est-ce qu'on peut parler d'une résilience de la droite à Paris avec Rachida Dati, qui manifestement a plutôt surprise clairement par on connaît son énergie, mais là, elle a quand même réussi un peu à remobiliser la droite. Clairement, elle a fait une très bonne campagne. Je le disais, il y a encore un an, on s'interrogeait parfois sur la pertinence d'une candidate de droite ou une alliance directe LREM droite. Rachida Dati, dans nos premières enquêtes, celle de je parlais en avril 2018, dont je parlais, elle était autour de 13-14%. Elle a fait une campagne de droite classique, elle a remobilisé son socle. Elle a été, elle aussi, peut-être pénalisée par l'abstention du premier tour. S'il y a une remobilisation, il y a la dramatisation du scrutin. Peut-être faut-il attendre une bonne surprise pour elle. En tout cas, elle a toutes les chances de garder tous les arrondissements de droite au soir du 28 juin. Bon, il peut encore y avoir des surprises, donc. Bien sûr. Okay. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci à tous. On se retrouve donc dès dimanche soir sur les plateaux de CNews, M6 et Sud Radio pour avoir les estimations IFOP fiduciales avec Paris Match, CNews et Sud Radio. À très bientôt, j'espère, pour un rendez-vous en présentiel, comme on dit, pour les prochaines élections, les départementales de mars 2021 et ou les régionales qui seront peut-être, je crois, reportées. Au revoir.